L'esprit peut être ta prison ou ton sanctuaire, tu décides. Si tu n'apprends pas à le contrôler, il te traînera, il te fera croire que l'extérieur a plus de pouvoir que toi, que la douleur commande, que le passé pèse plus que tes pas, que ce que les autres pensent compte plus que ta paix. Et non, c'est faux, c'est le piège. Nous vivons en croyant que la paix arrive quand tout se calme à l'extérieur, mais le monde ne se taira jamais. Il y aura toujours du bruit, des trahisons, des pertes, du chaos. La clé n'est pas que le monde change. La clé est que tu changes la façon dont tu affrontes le monde. C'est cela le stoïcisme. Ce n'est pas une théorie morte, c'est une pratique quotidienne. C'est choisir avec force où tu mets ton attention, ton énergie, ton silence et ton feu. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une motivation bon marché. Je ne vais pas te dire de sourire quand tout brûle. Je vais t'apprendre comment rester ferme quand tout tremble en toi. Parce que personne ne viendra te donner la paix, personne ne peut te la promettre. C'est un choix quotidien, une bataille interne qui se gagne sans témoin. Et oui, tu vas devoir lâcher des choses qui font mal, des personnes qui confondent, des pensées qui te gênent. Mais tu vas aussi récupérer quelque chose de plus précieux, le contrôle. Chaque personne qui est apparue, chaque situation qui t'a brisé, chaque adieu, chaque silence avait un but. Ce n'était pas un hasard, c'était un miroir, et tu décides si tu l'ignores ou si tu l'utilises pour te transformer. Cette vidéo est cela. Une carte de 10 leçons qui vont te défier à regarder différemment, à penser différemment et à vivre avec plus d'intention. La question est, vas-tu continuer à survivre à ce qui se passe ou vas-tu commencer à maîtriser ce qui se passe en toi? Reste. Parce que si quelque chose de tout cela t'a touché, alors tu es plus que prêt à commencer. 1. L'art de gouverner ton esprit avant qu'il ne te gouverne. Un esprit sans contrôle est comme un cheval sauvage qui court directement vers l'abîme. Il a de la force, oui. Il a de la vitesse, oui. Mais si tu ne lui mets pas des rênes, si tu ne prends pas le contrôle, il finit par tout détruire. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Il peut te pousser vers ta meilleure version ou il peut te faire écraser contre tes pires habitudes. Le problème est que la plupart des gens ont peur de prendre les rênes. Ils préfèrent lâcher, laisser les pensées faire ce qu'elles veulent, laisser les émotions dicter la journée, laisser les réactions justifier leurs erreurs. Et ainsi, petit à petit, ils perdent le pouvoir sur eux-mêmes. C'est ici que tout commence. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera. Les opinions des autres, la pression sociale, la peur, la culpabilité, le passé, l'anxiété pour l'avenir. Tout le monde s'immisce si tu n'es pas présent. Parce qu'un esprit vide ne reste pas silencieux, il se remplit de déchets. Il n'y a pas d'espace neutre. Ou tu prends le contrôle, ou tu le cèdes à ton inconscience. Ce n'est pas un processus magique ni immédiat. Il s'agit d'une pratique quotidienne, d'une attention réelle, de cesser de vivre en pilote automatique et de commencer à remarquer comment tu penses, pourquoi tu réagis comme tu réagis, quelles voix internes tu écoutes. Ces voix ne sont souvent même pas les tiennes, ce sont des phrases qui sont restées gravées en toi depuis des années, des échecs non résolus, des critiques mal digérées. Il y a des gens qui vivent en réagissant tout le temps, qui explosent, regrettent, répètent, qui laissent une émotion momentanée détruire une vie entière, qui justifient leur comportement par des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « je ne peux pas l'éviter ». Mais tu peux, tu ne t'es simplement pas entraîné, tu n'as pas appris à t'arrêter, tu n'as pas développé de muscle mental. Et comme tout muscle, cela demande des efforts. Personne ne devient fort du jour au lendemain. Commence par observer tes pensées. Ne pas te battre avec elles, mais ne pas non plus les embrasser toutes. Demande-toi d'où elles viennent, si elles t'aident, si elles te freinent, si elles te font agir comme la personne que tu veux vraiment être. Ensuite, entraîne la pause. Cette fraction de seconde entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Cet espace est de l'or pur. C'est là ta liberté. C'est là la différence entre répéter un ancien schéma ou en créer un nouveau. Il ne s'agit pas de perfection, mais de maîtrise.
Et maîtriser l'esprit n'est pas réprimer, c'est rediriger. Ce n'est pas taire tout ce que tu ressens, c'est te parler clairement quand tu en as le plus besoin. Quand le chaos se déchaîne à l'extérieur, la seule chose qui te soutient est ce que tu as construit à l'intérieur. C'est pourquoi, commence maintenant. Parce que si ton esprit ne t'appartient pas, tu n'as rien. Sans contrôle interne, tout pouvoir externe est une illusion. Sans clarté mentale, chaque pas devient plus confus. Et tu n'es pas ici pour vivre dans la confusion. Tu es ici pour te gouverner. Commence par l'intérieur. C'est là que commence la véritable force qui t'accompagnera. 2. La sérénité d'accepter ce qui n'a jamais été entre tes mains. S'accrocher à l'incontrôlable est comme essayer d'arrêter le vent avec les mains. Plus tu serres, plus il te frappe fort. Tu t'épuises, tu te frustres, tu te brises. Et le pire, c'est que tu restes tout aussi vide. Parce que peu importe combien tu veux contrôler le cours de tout ce qui se passe à l'extérieur, la vérité est que tu ne l'as jamais contrôlé. Personne, décision, événement, perte, maladie, rejet. Ils ne te demandaient pas la permission, ils arrivaient simplement. Et tu réagissais comme si ta souffrance avait un quelconque pouvoir pour changer le résultat. Accepter n'est pas se rendre, c'est comprendre les limites. C'est dire « cela ne dépend pas de moi, donc je ne vais pas le porter ». C'est un acte d'intelligence, pas de faiblesse. Il y a ceux qui confondent l'acceptation avec la passivité, alors qu'en réalité, c'est ce qui te permet de concentrer ta force sur ce que tu peux vraiment transformer. Tandis que tu te bats avec ce qui s'est déjà passé, tu cesses d'agir sur ce que tu peux construire aujourd'hui. L'esprit s'épuise plus par ce qu'il essaie de contrôler que par ce qu'il affronte réellement. Penser 1000 fois la même chose, revivre des conversations, imaginer des scénarios qui ne se sont pas produits. Tout cela vole de l'énergie. Énergie que tu pourrais utiliser pour t'entraîner, grandir, prendre soin de toi ou guérir. Mais non, tu restes coincé à attendre que quelque chose qui ne dépend pas de toi se conforme à tes désirs. Et cela ne va pas arriver. Non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que ce n'est pas entre tes mains. Combien de fois as-tu essayé de changer quelqu'un qui ne voulait pas changer? Combien de fois as-tu espéré que le monde agisse comme tu agirais? Combien de fois as-tu souffert plus en résistant à la réalité qu'à cause de la réalité elle-même? C'est la racine du chaos interne. Non pas le fait, mais ton attachement à ce que tu crois qu'il aurait dû être. Lorsque tu lâches cette attente, ce qui reste, c'est la sérénité. Accepter ne signifie pas que tu aimes ce qui s'est passé. Cela signifie que tu ne vas plus permettre que cela te détruise. Cela signifie que tu ne réagis plus à partir de la colère, mais à partir de la clarté, que tu choisis de bouger, d'avancer, de grandir, sans continuer à traîner le poids de l'immodifiable. Parce que continuer à regarder en arrière avec fureur ne change rien, mais regarder en avant avec conscience change tout. C'est une pratique quotidienne. Chaque fois que quelque chose échappe à ton contrôle, tu as deux options. Lutter contre un mur ou accepter le mur et chercher un autre chemin. Le premier épuise, le second libère. Et il ne s'agit pas de le faire une seule fois. Il s'agit de s'en souvenir à chaque situation qui n'a pas tourné comme tu l'espérais. À chaque personne qui n'a pas agi comme tu le voulais, à chaque moment où le monde t'a dit non. C'est le test, et aussi l'opportunité. Le stoïcien ne nie pas ce qui se passe. Il observe, respire, accepte et répond. Parce qu'il sait que la sérénité n'arrive pas quand tout est parfait. Elle arrive quand il lâche l'illusion de contrôler ce qui n'a jamais été entre ses mains. C'est là qu'il le comprend. 3. Quand la douleur cesse d'être un ennemi et devient un maître, la douleur est comme cet invité gênant qui arrive sans prévenir, s'installe où il veut et ne te laisse pas dormir. Au début, tu veux juste qu'il parte. Tu le rejettes, tu l'insultes, tu le caches. Mais quand tu arrêtes de te battre contre lui et que tu le confrontes les yeux ouverts, tu te rends compte qu'il est venu pour t'enseigner quelque chose. Non pas pour te punir, mais pour te former. Parce que personne ne sort d'une période difficile en étant le même. La douleur, lorsqu'elle est écoutée avec humilité, transforme. Beaucoup la voient comme une punition, un signe d'échec ou une raison d'abandonner.
Mais le stoïcien ne se demande pas « pourquoi cela m'arrive ?» Il se demande « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Parce que derrière la souffrance que tu n'as pas choisie, il y a une opportunité que tu peux choisir. Celle de te renforcer, celle de revenir à toi, celle de te reconstruire avec plus de clarté qu'avant. Le problème n'est pas de ressentir la douleur. Le problème est de rester à vivre dedans sans comprendre son message. La douleur émotionnelle ne se guérit pas en la cachant. Elle se guérit en la traversant, en la nommant, en la comprenant, en te permettant de la traiter sans la transformer en identité. Tu n'es pas ta blessure. Tu es celui qui décide quoi faire avec elle. Et si tu choisis de la transformer en élan, plutôt qu'en excuse, tu commences à récupérer le pouvoir que la souffrance t'a enlevé. Chaque coup a une leçon si tu es prêt à regarder. Parfois, il t'apprend à poser des limites. D'autres fois, il te montre à qui tu ne dois pas revenir. Parfois, il te rappelle que tu te négligeais, que tu agissais à partir du vide, que tu avais besoin de t'arrêter. La douleur bien lue est clarté. Mais si tu l'ignores ou la réprimes, elle devient colère, rancœur, blocage. Et c'est là qu'elle devient dangereuse, parce qu'elle te déconnecte non seulement des autres, mais aussi de toi-même. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de comprendre sa fonction. La douleur n'est pas l'ennemi, c'est le messager. Et le stoïcisme ne te dit pas de ne pas ressentir, il te dit de ressentir avec courage, de te permettre de tomber, mais pas de rester en bas. D'utiliser ce qui t'est arrivé comme des briques pour construire quelque chose de plus fort en toi, pas comme des chaînes qui te maintiennent attaché à ce qui n'existe plus. Quand tu changes la façon dont tu te relates à la douleur, tu changes aussi la façon dont tu marches dans la vie. Tu ne fuis plus l'inconfort, tu le confrontes. Tu ne réagis plus avec désespoir, tu réponds avec direction. Tu n'as plus besoin que tout soit facile. Tu as juste besoin que ce soit réel. Parce que tu sais que tout ce qui a de la valeur ne naît pas dans le confort. Certaines des meilleures versions de toi-même émergent après t'être brisé et t'être reconstruit. Et ainsi, la douleur cesse d'être une ombre pour devenir lumière. Elle cesse de te paralyser pour te stimuler. Elle cesse de te dominer pour devenir ton allié. Parce que tu n'es pas venu dans ce monde pour éviter tout ce qui fait mal. Tu es venu pour le transformer en la force qui te rend imbattable. 4. Le piège invisible de la comparaison et comment s'en libérer. Te comparer aux autres, c'est comme courir un marathon en regardant du coin de l'œil la voie à côté. Tu te distrais, tu trébuches et tu finis par perdre le rythme. Peu importe ta force, si tu regardes sur le côté au lieu de te concentrer sur ton propre pas, tu finis par t'épuiser. La comparaison, c'est ça, une usure silencieuse qui t'empêche d'avancer en paix. Ce qui semble être de l'admiration est souvent de la frustration déguisée. Et ce qui semble être de la motivation est en réalité une pression auto-imposée. Tout le monde le fait. Regardez la vie des autres, les corps des autres, les réalisations des autres. Et à chaque coup d'œil, une exigence naît. Tu dois être plus, avoir plus, montrer plus. Mais personne ne se demande si ce que tu envies te correspond vraiment. Si ce chemin, cette vitesse, ce style de vie est pour toi. Il ne s'agit pas de renoncer à la croissance, mais d'arrêter de la mesurer avec des règles qui ne sont pas les tiennes. Parce que lorsque tu vis selon les normes de quelqu'un d'autre, même ton succès te semble étranger. La comparaison ne détruit pas seulement l'estime de soi. Elle te déconnecte. Elle t'empêche de voir clairement tes propres progrès. Elle te fait te sentir insuffisant même lorsque tu grandis. Elle te fait douter de ce que tu as déjà accompli, simplement parce que quelqu'un d'autre l'a fait avant toi ou de manière plus bruyante. Et c'est un piège, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de grandir. Il n'y a pas qu'une seule ligne d'arrivée. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu vas, mais si tu vas dans la direction que tu désires vraiment. Beaucoup se punissent parce qu'ils n'ont pas ce que les autres montrent. Mais ce que tu vois chez les autres, c'est une vitrine, pas toute l'histoire. Tu ne sais pas ce que ça a coûté, ce qui a été perdu, ce qui est fin. Te comparer, c'est comme regarder une photo retouchée et croire que c'est la vérité. Et vivre ainsi ne génère que de l'anxiété.
Parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus, avec quelque chose de différent, avec quelque chose qui semble meilleur. Si ta paix dépend de battre tout le monde, tu ne te reposeras jamais. Le stoïcisme enseigne à regarder en soi, à reconnaître ses propres progrès sans avoir besoin de rivaliser avec ceux des autres, à comprendre que ton seul véritable adversaire est la version de toi qui est restée stagnante. L'objectif est de te surpasser, pas de les surpasser, à faire silence, à observer tes progrès avec honnêteté, à être reconnaissant pour ce que tu as déjà tout en travaillant pour ce que tu désires. Te libérer de ce piège commence lorsque tu arrêtes de mesurer ta valeur avec une règle étrangère, lorsque tu choisis d'avancer même si personne ne le voit, lorsque tu reconnais que ton chemin est sacré précisément parce qu'il est à toi. Il n'a pas besoin d'applaudissements, il a besoin d'engagement. Et tu n'as pas besoin de te démarquer de tous, tu as besoin d'être en paix avec toi-même. Te comparer, c'est vivre en guerre. T'accepter, c'est commencer à construire. Pas à partir de l'ego, mais à partir de l'authenticité. Pas à partir de l'urgence, mais à partir de la clarté. La véritable liberté naît lorsque tu arrêtes de regarder sur le côté et que tu te concentres pleinement sur ton propre pas. C'est là que tout commence à avoir un sens dans ce que tu construis. 5. Lâcher avec amour, la force de laisser aller sans te perdre. Tenir quelque chose qui est déjà cassé est comme porter de l'eau dans les mains. Peu importe la force que tu y mets, elle s'échappe. Il en va de même pour les personnes, les étapes ou les situations qui ont déjà accompli leur cycle. Essayer de les retenir t'épuise. Lutter contre le détachement ne fait que te maintenir attaché à ce qui n'est plus vivant. Mais lâcher prise n'est pas renoncer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est comprendre que parfois, pour te préserver, tu as besoin de laisser aller ce qui ne te correspond pas. Cesser de s'accrocher avec amour ne signifie pas que cela n'a pas fait mal. Cela signifie que tu as décidé de ne pas haïr, qu'au lieu de t'accrocher au ressentiment, tu choisis de conclure avec dignité, que tu n'as pas besoin de couler l'autre pour t'élever. Parce que lorsque tu traînes des culpabilités ou des histoires qui n'avancent plus, celui qui s'arrête le plus, c'est toi. Et ton énergie, qui pourrait être en train de construire quelque chose de nouveau, est consommée à revivre ce qui ne peut plus être changé. L'attachement est un piège émotionnel. Il te fait croire que sans cela tu ne peux pas, que si tu lâches, tu te retrouves vide, que si tu laisses aller, tu perds une partie de ton identité. Mais ce qui te définit n'est pas ce que tu conserves, mais ce que tu es capable de lâcher quand tu sais que cela n'ajoute plus rien. Et cela demande du courage. Parce que laisser aller n'est pas disparaître du jour au lendemain. C'est un processus interne. C'est d'abord lâcher prise dans l'esprit, puis dans le cœur, et ensuite dans les actes. Beaucoup confondent l'amour avec l'endurance. Mais aimer, c'est aussi savoir quand il est temps de fermer des cycles, de donner de l'espace, de se respecter soi-même. Tout ce qui commence bien ne finit pas toujours bien, et tout ce qui fait mal n'est pas destiné à rester. Quand tu choisis de rester là où tu ne grandis plus, tu commences à te trahir. Quand tu t'accroches à une histoire qui t'épuise déjà, tu arrêtes d'écrire celle qui t'attend. Lâcher avec amour, c'est remercier ce qui a été vécu sans permettre que ce qui a été vécu t'arrête. C'est dire, tu as fait partie de mon chemin, mais tu n'es pas mon destin. C'est libérer sans rancune. Et cela ne se fait pas à partir de la colère, mais à partir de la compréhension. Comprendre que tout ce qui entre dans ta vie a un but, mais que tout n'est pas destiné à rester. Certaines personnes sont des leçons, d'autres des impulsions, d'autres des épreuves. Et toutes, à un moment donné, font partie de ton évolution. Le stoïcisme enseigne à ne pas dépendre de l'extérieur pour avoir la paix, à lâcher ce qui s'échappe sans que cela ne détruise ta stabilité, à comprendre que tout ce que tu perds n'est pas une véritable perte. Parfois, c'est de l'espace qui s'ouvre, c'est de la clarté qui arrive, c'est de la force qui se récupère. Quand tu lâches avec amour, tu te libères sans t'empoisonner. Et cela, c'est du pouvoir, parce que tu n'es plus attaché par nécessité, tu choisis à partir de la conscience. 6. Ton refuge intérieur,
le lieu sacré que personne ne peut te prendre. Vivre sans refuge intérieur, c'est comme marcher sous l'orage sans toit, sans abri, sans direction. Chaque critique devient un coup, chaque problème, une menace, chaque personne difficile, un voleur d'énergie. Tu n'as pas de protection, tout affecte, tout te bouleverse. Et le pire, c'est que tu t'habitues à vivre à la merci des éléments émotionnels, en pensant que cette vulnérabilité est normale. Mais ce n'est pas le cas. La véritable force naît lorsque tu construis en toi un espace auquel personne ne peut accéder sans ta permission. Ce refuge ne s'achète pas, ne s'improvise pas, ne se transmet pas. Il se crée avec de petites décisions quotidiennes, quand tu choisis de te respecter même lorsque les autres ne le font pas, quand tu décides de stopper le bruit extérieur et de vraiment t'écouter, quand tu commences à prendre soin de toi comme tu prenais soin de tout le monde, sauf de toi. Ce lieu se construit avec des actes, des limites, des pauses, de l'honnêteté. Il y a ceux qui vivent en attendant que quelqu'un d'autre leur donne ce refuge. Un partenaire, un ami, une famille, une figure extérieure qui les protège de tout. Mais quand le refuge dépend de quelqu'un d'autre, n'importe quelle absence le fait s'effondrer. Et là, tu te sens à nouveau perdu. C'est pourquoi le refuge le plus sûr est celui que tu construis à l'intérieur, celui qui ne dépend pas de l'humeur émotionnelle de personne, celui qui tient le coup même quand tout semble instable à l'extérieur. Le stoïcien comprend cela. C'est pourquoi il cultive son monde intérieur. C'est pourquoi il n'a pas besoin d'approbation constante ni de validation extérieure. Parce que sa base est solide. Il ne vit pas en cherchant à échapper. Il vit en sachant qu'il a en lui tout ce dont il a besoin pour faire face à ce qui vient. Non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il est en paix avec ce qu'il est, avec ce qu'il décide, avec ce qu'il ressent. Cet espace intérieur n'est pas de l'isolement. C'est de la clarté. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est avoir un endroit où retourner quand le monde pousse, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand les émotions menacent de déborder. Là, tu peux respirer, penser, comprendre. Et de là, tu peux agir avec sérénité, sans te laisser emporter par la tempête du moment. Construire ton refuge implique de renoncer à l'idée que tout doit s'adapter pour que tu te sentes bien. Cela implique de faire la paix avec ton histoire, tes erreurs, tes blessures. Cela implique de te regarder sans te juger, mais aussi sans te mentir. C'est un processus profond, mais nécessaire, parce que le jour où tout sera secoué, ce refuge sera la seule chose qui te maintiendra debout. Et il ne s'agit pas de t'enfermer, il s'agit de protéger ce qui a le plus de valeur, ton énergie, ton calme, ton focus. Tout le monde ne mérite pas d'entrer dans cet espace. Tout ce que tu entends ne mérite pas ta réponse. Tout ce qui se passe ne mérite pas ton angoisse. Savoir filtrer, savoir fermer, savoir prendre soin de toi, c'est la sagesse en action. Cet endroit en toi est ton plus grand trésor. Et si tu le renforces, rien ni personne ne pourra te briser complètement. Parce que peu importe ce que tu perds, si ton refuge intérieur est intact, tu auras toujours un endroit d'où recommencer. 7. Ce que disent les autres parle d'eux, pas de toi. La bouche d'autrui est comme un miroir brisé. Elle reflète, mais déforme. Elle parle, mais ne dit pas toujours la vérité. Et pourtant, beaucoup vivent en fonction de ce que ces voix projettent. Ils marchent avec peur d'être jugés, ils agissent en cherchant l'approbation, ils s'arrêtent chaque fois que quelqu'un donne son avis avec dureté, comme si la valeur personnelle était définie par l'écho que les autres font de vos décisions. Mais ce n'est pas le cas, ce ne l'a jamais été. Ce que les autres disent de toi en dit plus sur eux que sur toi. Et si tu n'apprends pas à séparer cela, tu vas vivre prisonnier d'un reflet qui ne t'appartient même pas. La plupart des gens parlent à partir de leurs propres blessures, leurs frustrations, leur vision limitée du monde. Ils critiquent ce qu'ils ne comprennent pas, attaquent ce qui les dérange, minimisent ce qui les confronte. Si tu réussis, ils disent que tu as eu de la chance. Si tu échoues, ils disent que tu l'as mérité. Si tu t'éloignes, ils t'accusent d'être égoïste. Si tu restes, ils exigent plus de ce qu'ils donnent. Et au milieu de tout cela, c'est toi, essayant de t'adapter à une narration qui n'a jamais été la tienne. Vouloir plaire à tout le monde
est le chemin le plus rapide vers la perte d'identité. Parce que pour plaire à certains, tu vas devoir te trahir toi-même. Tu vas devoir te taire ce que tu penses, faire ce que tu ne veux pas, feindre ce que tu ne ressens pas. Et cela pèse. Apprendre à lâcher l'opinion d'autrui ne signifie pas devenir indifférent, cela signifie devenir libre. Cela signifie que tu peux écouter sans assumer, que tu peux recevoir une critique et te demander si elle est vraie sans la laisser te définir. Tout le monde n'a pas la capacité de te voir de manière complète. Certains ne verront que la partie qu'ils aiment souligner, d'autres projettent leurs insécurités sur toi. Certains voudront te voir petit pour ne pas se sentir moins. D'autres seront mal à l'aise avec ta croissance parce qu'elle leur rappelle ce qu'ils n'ont pas osé faire, et cela n'a rien à voir avec toi. Tu n'es pas ici pour porter les miroirs brisés de personne. Chaque fois que quelqu'un parle de toi, rappelle-toi de te demander « Cette voix me connaît-elle vraiment ? Cette opinion vient-elle du respect ou du jugement ? Cette critique me construit-elle ou me limite-t-elle ? Et si elle n'ajoute rien, ne l'emporte pas avec toi. Parce que ton esprit est un espace sacré, pas une décharge émotionnelle où n'importe qui peut venir déposer ses insécurités. Quand tu comprends cela, tu respires différemment. Tu arrêtes d'expliquer chaque pas. Tu arrêtes de justifier chaque changement. Tu arrêtes de chercher la permission d'être qui tu es. Parce que celui qui est en paix avec son essence n'a plus besoin d'approbation pour soutenir sa présence. Ce que disent les autres devient un bruit de fond, et ton focus, ta voix et ton chemin deviennent beaucoup plus clairs. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la maturité, c'est la liberté à son meilleur. 8. La simplicité comme porte vers la clarté et la paix. Accumuler sans sens est comme remplir un sac à dos pour traverser un désert. Ce qui semble utile au début devient rapidement un poids qui te ralentit. Tout ce que tu portes ne te sert pas. Tout ce que tu charges ne t'accompagne pas. Et cela s'applique aussi à ta vie. La société enseigne que plus c'est mieux. Plus d'objets, plus de plans, plus de stimuli, plus de buts. Mais derrière cette accumulation se cache souvent le bruit. Une façon d'éviter le silence, un déguisement de succès qui ne fait que masquer le désordre interne. La simplicité n'est pas la pauvreté, c'est la concentration. C'est savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. C'est apprendre à garder ce qui ajoute, sans craindre de lâcher ce qui est superflu. Nous vivons à une époque où la complexité est valorisée, l'immédiateté est recherchée et la simplicité est sous-estimée. Mais c'est justement dans la simplicité que réside le pouvoir, parce que la simplicité éclaire. Elle élimine l'excès, elle illumine ce qui compte. Le stoïcien ne cherche pas à vivre plein de choses, il cherche à vivre plein de sens. C'est pourquoi sa vie ne tourne pas autour du matériel, mais de l'essentiel. Il n'a pas besoin d'ornements pour se sentir complet. Il n'a pas besoin de prouver pour valider sa valeur. Il trouve dans le minimum suffisant. Et à partir de là, il vit avec une paix qui ne dépend pas de la reconnaissance externe, mais de la cohérence interne. La simplicité commence par une décision. Ce n'est pas avoir moins par obligation, mais par conscience. Ce n'est pas faire peu, mais faire ce qui est nécessaire. Ce n'est pas parler moins, c'est dire seulement ce qui compte. Ce n'est pas éliminer les émotions, c'est arrêter de dramatiser ce qui ne mérite pas tant d'énergie. C'est regarder ta journée et te demander ce qui apporte vraiment de la valeur, ce qui te connecte, ce qui t'élève, ce qui te centre. Et commencer à éliminer ce qui ne fait qu'occuper de l'espace. Une vie simple n'est pas ennuyeuse, elle est stable. Et la stabilité émotionnelle n'est pas obtenue en accumulant des stimuli, mais en ordonnant des priorités. Lorsque tu choisis la simplicité, tu récupères du temps, de l'attention et de l'énergie. Tu arrêtes de te diviser entre 1000 choses. Tu arrêtes de courir sans savoir pourquoi. Tu arrêtes de consommer par anxiété. Tu commences à bouger avec plus d'intention, à penser avec plus de clarté, à agir avec plus de fermeté. Beaucoup craignent le vide que laisse la simplicité, mais ils ne comprennent pas que ce vide se transforme en espace.
Et cet espace est celui qui permet à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus vrai, d'apparaître. Le bruit confond, la simplicité éclaire. Tu n'as pas besoin d'une vie pleine, tu as besoin d'une vie épanouie. Et pour cela, il faut souvent s'arrêter, regarder autour de soi et faire de la place. Non pas pour perdre, mais pour te retrouver. Parce que la paix ne se trouve pas parmi plus de choses, elle se trouve parmi moins de distractions, parmi moins de pression, parmi moins de dépendance. Et cela, bien que cela ne brille pas à l'extérieur, libère à l'intérieur. C'est la richesse qui ne se voit pas, mais se ressent. Et une fois que tu la connais, tu ne veux plus jamais vivre chargé. 9. Le pouvoir de se taire lorsque le bruit cherche à t'entraîner. Répondre à tout ce qui te provoque, c'est comme te jeter dans la boue chaque fois que quelqu'un te lance de la terre. Tu finis sale, épuisé, perdant le cap. Le silence, bien utilisé, n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Tout ne mérite pas ta voix, tout ne mérite pas ton énergie. Se taire n'est pas ignorer, c'est choisir dans quelle bataille il vaut la peine de dépenser des mots et dans lesquels il convient de garder la force. Parce que si chaque fois que quelqu'un te pousse, tu réagis, tu ne seras jamais en contrôle. Tu seras une marionnette émotionnelle manipulée par le bruit externe. Beaucoup croient que parler toujours est une forme de courage. Mais il y a plus de courage en celui qui peut regarder une provocation en face et ne pas céder. En celui qui écoute une offense et ne se décompose pas. En celui qui sait que parfois le silence en dit plus, parce qu'il ne cherche pas à gagner la discussion, il cherche à conserver la paix. Et ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Le monde est plein de bruit. Opinions, plaintes, critiques, cris déguisés en arguments. Et plus tu participes à ce bruit, plus tu te perds de toi. Parce que parler par impulsion est facile. Ce qui est difficile, c'est de s'arrêter, de respirer, d'observer et de choisir si c'est vraiment nécessaire de dire quelque chose. Ou si peut-être cette fois, la chose la plus forte que tu peux faire est de te taire. Se taire ne signifie pas permettre des abus. Cela signifie reconnaître qu'en parler ne change rien, quand cela ne fait qu'alimenter un feu inutile. C'est savoir que tout le monde ne mérite pas une explication, que tout le monde ne comprend pas ton langage, que tout le monde n'est pas prêt à écouter ce que tu as construit avec effort à l'intérieur de toi. Et alors, tu te réserves, non pas pour te cacher, mais pour te protéger. Le stoïcien valorise le silence comme un outil de pouvoir, non pas par orgueil, mais par concentration. Parce que quand tu sais que ta paix est plus importante que d'avoir raison, l'orgueil perd de sa force. Il y a des moments où le meilleur acte de force est de ne pas répondre, où le silence pose des limites plus claires que les mots, où regarder fermement et garder la voix montre plus d'équilibre que n'importe quel argument. Ce silence n'est pas vide, il est plein d'intention. C'est un mur contre ce qui essaie de t'entraîner. C'est un bouclier contre ceux qui cherchent à te vider. C'est une déclaration que tu choisis comment agir, pas les autres. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit d'être stratégique, de comprendre que ton énergie est limitée, que tu ne peux pas combattre toutes les guerres, que tu ne peux pas corriger tous les mensonges, que tu n'as pas besoin de prouver qui tu es à celui qui a déjà décidé de ne pas te voir. Et là, à ce point, le silence devient ton meilleur allié. Se taire n'est pas céder, c'est se renforcer sans s'exposer, c'est regarder depuis le sommet comment le bruit essaie de t'atteindre et n'y parvient pas. Parce que ton centre est solide, parce que ta tranquillité n'est pas à vendre, parce que ta voix ne se prête pas au chaos. C'est là le véritable pouvoir, celui qui s'exerce sans crier, celui qui s'impose sans parler. 10. Passager dans le monde, timonier de ton âme. Vivre sans direction, c'est comme monter à bord d'un bateau sans gouvernail. Le vent décide, la marée pousse, et tu flottes simplement. Les jours passent, les années passent, et tu continues sans direction, espérant que quelque chose change de lui-même, que la vie t'emmène quelque part de mieux. Mais la vie ne guide pas, elle offre seulement des chemins.
Celui qui ne prend pas le contrôle finit par vivre selon le scénario des autres, pris dans un rythme qu'il n'a pas choisi et renonçant, sans le savoir, à sa propre voie. Tu es un passager dans ce monde. Le temps ne s'arrête pour personne. Les saisons changent, les gens vont et viennent, les circonstances se transforment. Mais au milieu de ce transit constant, tu as un endroit où tu peux décider. En toi se trouve le gouvernail. Ce centre qui, si tu le prends fermement, te permet de te déplacer avec clarté au milieu du chaos. Celui qui n'évite pas les tempêtes, mais qui t'empêche de sombrer en elles. Beaucoup se perdent parce qu'ils confondent le mouvement avec le sens. Ils restent occupés, pleins de plans, de bruit, d'obligations, mais ils ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils se lèvent sans but, agissent par inertie, réagissent au lieu de choisir. Et ainsi, la vie devient une répétition de jours vides, où l'âme s'éteint peu à peu sans que personne ne le remarque. L'âme ne s'impose pas avec force, elle se dirige avec sagesse. Et cette sagesse naît du silence, de la réflexion, du courage, de te remettre en question. Est-ce que je vis comme je le souhaite ou est-ce que je survis simplement? Est-ce que je construis quelque chose de réel ou est-ce que je me contente de répondre aux attentes? Suis-je sur le chemin que j'ai choisi ou sur celui qu'on m'a imposé? Ces questions ne se répondent pas immédiatement. Mais si tu les ignores, tu t'éloignes de toi-même un peu plus chaque jour. Être le timonier de ton âme, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est être prêt à chercher avec authenticité, à corriger le cap sans craindre le jugement, à avancer même si ça fait mal. C'est rester ferme quand les autres doutent. C'est écouter au-dessus du bruit. C'est reconnaître que tu ne contrôles pas la mer, mais bien comment tu décides de la naviguer. Le monde continuera à tourner avec ou sans ton permission. Mais ton âme ne peut pas tourner sans ta direction. Tu ne peux pas vivre en attendant que le vent change. Le changement, c'est toi. La clarté commence lorsque tu prends le gouvernail avec décision, lorsque tu acceptes que tu ne peux pas contrôler le destin, mais bien la façon dont tu marches vers lui. Et dans ce choix, encore et encore, naît la véritable liberté. Celle qui ne s'impose pas, elle se conquiert. Celle qui ne s'hérite pas, elle se construit. Celle qui ne s'explique pas, elle se vit. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. S'habiller chaque matin est comme aiguiser une épée avant de sortir sur le terrain. Peu importe s'il y aura bataille ou non, le guerrier qui néglige son arme s'expose au chaos. Ton image est cette épée silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne demande pas la permission, mais elle parle pour toi avant que tu n'ouvres la bouche. Et la question est, veux-tu que ta présence dise ordre et respect ou négligence et abandon? Se préparer n'est pas un jeu d'apparence. C'est un rappel quotidien que ta vie mérite une structure. La paresse murmure que peu importe comment tu sors, que personne ne le remarquera, que cela n'a pas d'importance. Mais chaque fois que tu cèdes, tu entraînes ton esprit à se contenter de moins, à abandonner sans combattre. Et celui qui abandonne dans les petites choses s'affaiblit également dans les grandes. Le miroir ne devrait pas être ton juge, il devrait être ton terrain d'entraînement. Devant lui, tu ne fais pas que ranger tes vêtements ou tes cheveux, tu ranges ton caractère. Cette routine que beaucoup appellent banale est en réalité un rituel de discipline et de respect de soi. Il ne s'agit pas de plaire aux autres, il s'agit de te montrer à toi-même que tu as le contrôle, que tu ne te laisses pas aller au désordre. Parce que dis-moi, comment espères-tu diriger ta vie si tu ne peux même pas diriger ton reflet? La négligence est contagieuse. Elle commence par les vêtements froissés, s'étend au désordre de la chambre et finit par gouverner ta mentalité. En revanche, la discipline est aussi contagieuse. Un petit acte de soin extérieur éveille une force intérieure, te rappelle que tu es digne et que ta présence a du poids. Cette vidéo n'est pas sur la mode ou la vanité, elle est sur le caractère, sur la dignité de celui qui,
même si personne ne le regarde, décide de se présenter avec respect chaque jour. Parce que dans un monde où la majorité se contente du minimum, se préparer est une rébellion, c'est du leadership, c'est déclarer que ta vie a de la valeur. Et tout au long de ces leçons, tu découvriras comment ce geste si simple peut se transformer en une de tes plus grandes armes de discipline et de pouvoir personnel. 1. Ton image est ta première déclaration de discipline. Un soldat qui entre sur le terrain sans uniforme n'inspire pas le respect, ni de ses alliés, ni de ses ennemis. Sa seule présence crie le désordre, l'improvisation, la vulnérabilité. Maintenant, transpose cela à ta vie quotidienne. Chaque fois que tu sors sans te soucier de toi, sans te préparer, sans montrer d'intention dans ta présence, tu envoies un message au monde et à toi-même que tu n'as pas le contrôle. Ton image est l'uniforme avec lequel tu déclares la discipline. C'est le premier signe que tu es prêt à affronter ce qui vient. Il ne s'agit pas de vêtements chers ou de mode passagère. Il s'agit de la cohérence entre ce que tu dis que tu es et ce que le monde perçoit quand tu apparais. Beaucoup pensent que la discipline est quelque chose réservé seulement pour de grands objectifs, des entraînements extrêmes ou des projets ambitieux. Mais la réalité est que la discipline commence par les petites choses. Te préparer chaque matin est l'une des pratiques les plus simples et en même temps les plus puissantes, parce que tu le fais avec toi-même, sans applaudissements ni public. C'est cet entraînement silencieux qui façonne ta mentalité bien plus que tu ne l'imagines. Ton reflet devient un rappel que tu te prends au sérieux, que tu respectes ta vie assez pour commencer la journée avec dignité. La paresse essaiera toujours de te convaincre que cela n'en vaut pas la peine, que seul l'interne est important, que personne ne te remarquera. C'est le piège le plus courant. Sous-estimer la force de l'image comme un acte d'autocontrôle. Lorsque tu cèdes à cette voie, tu renforces une mentalité d'abandon, permettant à la négligence de gouverner tes décisions. L'extérieur dialogue toujours avec l'intérieur, et si ton apparence communique le désordre, ton esprit finit aussi par habiter ce chaos. Il est impossible de séparer les deux parce que le corps et l'esprit s'entraînent ensemble. L'un renforce l'autre. Se préparer chaque jour est un message silencieux qui dit « Je me respecte assez pour ne pas me présenter de n'importe quelle manière ». Peu importe si tu as une réunion importante ou si tu ne sors qu'au coin de la rue, ce qui compte, c'est que tu sais que tu as respecté cet acte de discipline. Cette constance quotidienne renforce ton identité, élève tes standards et te rappelle que tu peux toujours décider comment affronter la journée. Qu'est-ce qui est le plus fort, une journée qui commence par l'abandon ou une journée qui commence par l'ordre? Le résultat n'est pas dans les vêtements eux-mêmes, mais dans le caractère que tu forges chaque fois que tu choisis de prendre soin de toi. Ta présence est ta carte de visite pour le monde et aussi pour toi-même. Quand tu te vois avec dignité, tu agis avec dignité. Quand tu te perçois négligé, tu finis par agir avec cette même énergie. Il ne s'agit pas de chercher une validation externe, mais de semer en toi la certitude que tu ne te contentes pas du minimum. La discipline n'est pas confortable ni facile, mais elle construit un respect de soi que personne ne peut te retirer. Et quand tu portes ce respect dans ton regard, dans ta posture et dans ta préparation, les portes s'ouvrent parce que le monde répond à ce que tu projettes. Ton image est ta déclaration de discipline, c'est le langage silencieux avec lequel tu dis au monde « Je suis prêt, je suis présent, je ne me rends pas à l'abandon ». Fais de cette habitude un rituel inébranlable et tu remarqueras comment même le plus simple devient une source quotidienne de pouvoir personnel. 2. Prends soin des détails, même si personne ne te regarde. Les grandes défaites ne commencent pas dans des batailles visibles. Elles commencent dans de petits silences, dans des négligences qui semblent inoffensives et que personne ne remarque. C'est ce qui se passe avec ton image. Le bouton déboutonné, les vêtements froissés, les cheveux laissés au hasard. Ce ne sont pas seulement des détails externes, ce sont des fissures internes qui affaiblissent peu à peu ta discipline. Lorsque tu te permets de sortir dans le monde sans prêter attention à ces aspects, le message que tu te donnes à toi-même est clair, que le minimum n'a pas d'importance.
Mais le minimum compte toujours, car les détails construisent ou détruisent ton caractère. Le véritable test de discipline se produit lorsqu'il n'y a pas de spectateur. Prendre soin de ton apparence en solitude, sans le regard des autres, est un acte de pouvoir interne. Celui qui ne se prépare que pour impressionner dépend de la validation externe. En revanche, celui qui maintient de l'ordre dans son apparence même en privé démontre que son respect de soi ne dépend de personne, que son standard vient de l'intérieur. Le monde insistera pour te convaincre que l'extérieur n'a pas de valeur, que l'important est uniquement à l'intérieur de toi. Mais c'est une excuse déguisée en sagesse. L'extérieur et l'intérieur sont connectés comme les deux faces d'une même pièce. Si tes vêtements reflètent l'abandon, tôt ou tard, ton esprit adoptera la même attitude. Le détail négligé n'est pas innocent. C'est le début du désordre qui se propage. Le détail soigné, en revanche, est la graine de la constance. Chaque geste d'attention envers ce qui semble insignifiant est une déclaration silencieuse que tu n'acceptes pas la médiocrité. Tu n'as pas besoin que quelqu'un le remarque. Il suffit que tu le fasses parce que tu le sais. Il ne s'agit pas d'être obsédé par la perfection, mais de maintenir le respect à chaque étape. La façon dont tu ranges tes vêtements, le soin avec lequel tu choisis tes chaussures, la manière dont tu maintiens ton hygiène personnelle sont de petites batailles gagnées contre la paresse. Et ces victoires silencieuses renforcent ton identité bien plus que n'importe quel succès bruyant. Pense à ce qui se passe lorsqu'un artisan travaille son œuvre. Personne ne voit les heures qu'il consacre à polir les bords invisibles, mais ces détails définissent la qualité finale. De même, chaque soin personnel que tu fais sans que personne ne le voie est un polissage de ton caractère. C'est la différence entre quelqu'un qui se brise lorsque le chaos le touche et quelqu'un qui résiste fermement parce qu'il s'est entraîné dans l'invisible. De plus, prendre soin du micro prépare pour le macro. Si aujourd'hui tu es capable de prendre 5 minutes pour ordonner ton apparence, demain tu auras le muscle mental pour soutenir une conversation difficile, pour arriver à l'heure, pour tenir une promesse. L'esprit apprend par répétition et s'habitue à ce que tu honores. Honore l'ordre, et l'ordre te rendra la clarté. Fais-le simple et constant. Définis un petit rituel qui ne dépend pas de l'humeur, hygiène consciente, vêtements propres et adaptés au contexte, chaussures en bon état, cheveux coiffés, posture qui transmet la présence. Il ne nécessite pas de luxe, il exige de l'intention. Lorsque tu le transformes en routine, tu réduis la friction décisionnelle et libères de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Si personne ne te voit, c'est encore mieux. C'est là que tu forges le caractère qui soutiendra ensuite tes actes publics. Cette cohérence intime crée le respect de soi et, avec le temps, une autorité silencieuse. Au final, prendre soin des détails quand il n'y a pas de public, c'est choisir ton standard au-dessus du confort. 3. Le miroir doit te rappeler ta valeur, pas tes échecs. Le miroir est comme un juge silencieux, il ne ment jamais et renvoie toujours ce que tu mets devant lui. Il peut être ton meilleur allié ou ton ennemi le plus cruel. Beaucoup l'utilisent pour chercher des défauts, pour pointer chaque ride, chaque marque, chaque imperfection, comme s'il s'agissait d'un tribunal impitoyable. Mais le miroir n'est pas là pour te couler. Il est là pour te rappeler que tu es toujours présent, que tu as l'opportunité de réaffirmer ta valeur chaque matin. La différence réside dans la façon dont tu choisis de le regarder, avec dignité ou avec mépris envers toi-même. Quand tu te tiens devant le reflet et que tu choisis de te préparer avec intention, tu ne corriges pas les imperfections, tu envoies un message interne de respect. Le miroir ne devrait pas devenir une machine à reproches, mais une scène de discipline. Chaque fois que tu ajustes tes vêtements, que tu peignes tes cheveux ou que tu nettoies ton visage, tu apprends à ton esprit que tu es quelqu'un qui prend soin de lui, qui ne s'abandonne pas et qui sait ce qu'il vaut. Cette répétition quotidienne renforce l'estime de soi plus que n'importe quel discours motivant, car tu la pratiques en action. L'erreur courante est de laisser le reflet devenir un châtiment. La société se charge déjà de te rappeler tes prétendus échecs.
Tu n'es pas assez grand, tu n'es pas si jeune, tu n'as pas le physique parfait. Si en plus tu permets à ton propre miroir de te parler sur ce même ton, tu finiras par renforcer une narration de défaite. C'est pourquoi se préparer n'est pas de la vanité, c'est de la résistance. C'est utiliser le miroir comme un terrain d'entraînement où tu choisis de voir ta valeur avant tes échecs. Le miroir reflète ce que tu es, mais surtout, il reflète ce que tu choisis de projeter. Si chaque matin tu te regardes et tu vois de l'abandon, du désordre ou de la paresse, cette image s'incruste dans ton esprit et guide tes décisions sans que tu t'en rendes compte. En revanche, si tu te présentes avec dignité, même dans les petites choses, tu commences à associer ton image à la force, au respect et au contrôle. Et ce que tu associes fréquemment devient une identité. C'est là la véritable force de cette habitude. Entraîner l'esprit à se reconnaître comme quelqu'un digne de respect. Il ne s'agit pas de te tromper ni de déguiser une version fausse de toi. Il s'agit d'accepter ce que tu es et, à partir de là, de te rappeler que tu mérites de te présenter avec valeur. Personne n'a besoin d'un corps parfait ni d'un visage sans marque. Ce dont on a besoin, c'est d'un standard de dignité qui ne se brise pas face au regard extérieur. Et ce standard se construit dans l'intimité du miroir, lorsque tu choisis de prendre soin de ce que tu vois. Chaque détail compte parce que le reflet, ce n'est pas seulement toi qui le vois. Cette image est celle que tu projettes ensuite lorsque tu sors dans le monde. La posture droite, le regard ferme, les vêtements ordonnés ne sont pas des accessoires. Ce sont des déclarations silencieuses que tu sais qui tu es. Quand tu prends soin de ton reflet, tu prends aussi soin de la façon dont tu affrontes les autres. Parce que personne ne peut te traiter avec respect si tu ne te le montres pas d'abord. Fais du miroir un hôtel de discipline, pas une salle de jugement. Chaque matin, regarde-le comme une opportunité de réaffirmer que ta valeur ne dépend pas des défauts ni des comparaisons, mais de la dignité avec laquelle tu choisis de te présenter. Sème ce respect dans ton reflet, et tu remarqueras comment le monde commence à répondre à ta présence de manière différente. Le miroir n'est pas là pour te rappeler ce qui manque, il est là pour te rappeler ce que tu as déjà et ce que tu peux construire si tu décides de ne pas t'abandonner. Fais-en ton allié, et chaque jour tu commenceras avec la certitude que ta valeur est plus grande que n'importe quel échec. 4. Chaque jour est une raison suffisante pour te présenter avec dignité. Attendre un événement important pour te préparer est comme garder ton épée pour la guerre et l'oublier pendant les jours de paix. Tu finis par rouiller, faible, sans pratique. La dignité ne se construit pas dans les moments extraordinaires, mais dans le quotidien. Chaque matin, même si tu n'as pas de réunion, même si personne ne t'attend, même si tu ne sors pas, reste un nouveau terrain d'entraînement pour montrer qui tu es et comment tu choisis de vivre. Si tu es présent, si tu as du souffle, alors tu as une raison valable de te tenir avec respect, de soigner ton image et de déclarer, sans mots, que ta vie compte vraiment. Celui qui ne prend soin de lui que lorsqu'il y a une occasion visible révèle que son respect de soi est conditionnel. Mais celui qui décide de se préparer même dans l'apparente monotonie montre qu'il a compris quelque chose de profond, que ta valeur n'a pas besoin d'excuses. Chaque jour mérite de l'attention, et chaque moment où tu choisis de ne pas te laisser emporter par la paresse ou le désordre est un investissement direct dans ton estime de toi. Parce que lorsque tu ne te reconnais pas digne de respect quotidien, tu ne peux pas exiger que les autres le fassent. La plupart attendent l'anniversaire, l'entretien d'embauche, le rendez-vous, la photo importante. Ce n'est qu'alors qu'ils se préparent, prennent soin d'eux, se présentent avec effort. Mais si tu ne te donnes de la valeur qu'à des dates spéciales, tu te refuses tous les autres jours. Alors, qu'est-ce que tu dis à ton esprit? Qu'il y a des jours où il ne vaut pas la peine de prendre soin de toi, qu'il y a des matins qui ne méritent pas de respect, qu'il y a des versions de toi qui peuvent être oubliées. Cela mine la constance, affaiblit l'identité, t'habitue à exister avec le sentiment que seuls certains moments justifient l'effort.
La dignité ne signifie pas une apparence coûteuse ou une tenue parfaite. Cela signifie ordre, intention, propreté, cohérence. Un t-shirt bien porté transmet plus de présence qu'un costume cher mal porté. Ce qui compte, ce n'est pas la marque, c'est l'attitude avec laquelle tu décides de sortir dans le monde. Et quand tu le fais depuis un lieu de respect pour toi-même, même si personne ne te regarde, même si tu n'as pas de public, même si c'est un jour de plus dans le calendrier, tu affirmes que tu as une norme personnelle inébranlable. Chaque fois que tu choisis de ne pas te présenter avec soin, tu renforces un récit d'abandon. Tu ne le remarques peut-être pas, tu penses peut-être que c'est sans importance, mais ton inconscient enregistre ce message. Et puis, il le réplique dans ta façon de parler, dans ta posture, dans ta façon de te comporter. L'extérieur éduque l'intérieur, tout comme l'intérieur se reflète à l'extérieur. C'est pourquoi, lorsque tu te prépares même sans raison apparente, tu entraînes ton esprit à maintenir l'ordre et la clarté. Qui es-tu quand il n'y a pas de public? Comment te comportes-tu quand il n'y a personne pour t'applaudir ou te juger? C'est là que se mesure ta norme. Si tu peux prendre soin de toi-même dans les choses simples, invisibles, alors tu forges un caractère fort. Tu n'as pas besoin de témoins, tu as besoin d'engagement. Parce que chaque jour qui commence est une nouvelle page qui mérite d'être écrite avec présence, pas avec abandon. Fais de ton reflet un symbole de respect. Que ta façon de t'habiller ne soit pas un déguisement pour des moments importants, mais une extension quotidienne de ta façon de penser. Si tu te présentes avec dignité même dans les petites choses, tu remarqueras comment tout dans ta vie commence à répondre avec plus d'ordre, de clarté et d'opportunité. N'attends pas une raison spéciale. Aujourd'hui est déjà suffisant. Aujourd'hui tu es suffisant, et cela suffit pour te présenter comme si ta vie avait un but plus grand que ce que tu espères. 5. L'ordre extérieur renforce ton intérieur. Une maison désordonnée ne s'est pas construite dans le chaos, elle a été laissée tomber dedans. Personne ne vit parmi les ruines du jour au lendemain. La détérioration commence lorsque tu laisses une chaise hors de sa place, lorsque tu oublies de ramasser un vêtement, lorsque tu t'habitues à marcher entre des objets déplacés en pensant que cela n'a plus d'importance. Et ainsi, sans t'en rendre compte, l'extérieur devient un reflet parfait de l'état de ton esprit. Si tu es entouré de désordre, ta pensée devient plus lente, ton humeur plus lourde, ta clarté plus fragile. Il en va de même pour ton image personnelle. Si tu t'habitues à t'habiller négligemment, avec la première chose que tu trouves, avec des vêtements froissés ou sales, ce chaos ne reste pas à l'extérieur, il entre en toi. Te préparer chaque jour n'est pas seulement une décision esthétique, c'est une déclaration de structure. Lorsque tu choisis d'ordonner ce qui est visible, tu organises aussi ce qui ne l'est pas. C'est une façon de dire à ton esprit « Je suis présent, je suis éveillé, je suis capable de commencer avec une direction ». Tu n'as pas besoin d'avoir une vie parfaite ou sans problème pour te présenter avec ordre. C'est précisément au milieu du chaos que ce geste compte le plus. Parce que si tout autour de toi bouge, mais que tu peux garder le contrôle sur quelque chose d'aussi simple que ta tenue, tu es déjà en train de gagner. Beaucoup sous-estiment l'impact de l'environnement et de l'image sur la santé mentale. Mais tout ce que tu regardes te parle. Tes vêtements parlent, ton espace parle, ton reflet parle. Si chaque matin ce que tu vois est une figure éteinte, désordonnée, sans intention ni présence, ton esprit commence à assumer qu'il n'a pas de sens à exiger plus. C'est une façon silencieuse de te saboter, d'anesthésier ta discipline. En revanche, si chaque jour tu vois dans le miroir une image soignée, cohérente et digne, quelque chose change en toi. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement psychologique. Le désordre extérieur génère du bruit intérieur. Et même si tu ne le remarques pas au début, ce bruit te rend plus réactif, plus distrait, moins concentré. L'esprit se nourrit de signaux. Si tout ce qui l'entoure est le chaos, il apprend aussi à fonctionner dans cet état. Mais s'il trouve de l'ordre, s'il voit qu'il y a de l'intention dans ta façon de t'habiller, de te préparer, de te montrer au monde, alors il répond avec plus de clarté, plus d'énergie,
une meilleure concentration. C'est pourquoi il n'est pas banal de choisir avec soin ce que tu portes, comment tu te présentes, comment tu tiens ta posture. C'est une façon de créer une stabilité mentale au milieu du désordre du monde. T'habiller avec ordre, c'est dire « je ne me laisse pas entraîner ». Même si ma journée est remplie de tâches, même si émotionnellement je ne me sens pas à 100%, même s'il y a des problèmes qui ne se voient pas, je continue à choisir de me présenter avec respect. Parce que lorsque l'extérieur est stable, tu peux aussi maintenir l'intérieur, et cela, à long terme, crée du caractère. L'ordre physique est une base solide sur laquelle peut croître la discipline émotionnelle. Ce n'est pas un hasard si lorsque tu nettoies ton espace, tu te sens mieux. Ce n'est pas une coïncidence si lorsque tu choisis une tenue qui te représente et que tu la portes avec intention, ton attitude change. La connexion est directe. La discipline visuelle ordonne le chaos intérieur. Elle te rappelle que tu n'es pas perdu, que tu peux choisir, que tu as le contrôle. Pas sur tout, mais oui sur ce que tu fais avec toi-même chaque matin. Fais de l'ordre extérieur ton ancre. Utilise ton arrangement quotidien comme le premier pas pour renforcer ta mentalité. Si tu commences bien avec toi-même, tu deviens plus résistant à ce qui vient de l'extérieur. Et lorsque le chaos arrivera, car il arrivera, il te trouvera préparé, non négligé. 6. La constance dans les soins vainc le chaos. La discipline n'arrive pas comme un éclair, elle arrive comme une goutte, silencieuse, répétitive, persistante. Une goutte qui tombe chaque jour au même endroit jusqu'à ce qu'un jour, sans préavis, elle brise la pierre. C'est ainsi que fonctionne la constance. Elle ne change pas votre vie d'un coup, mais elle la transforme avec le temps. Et quand nous parlons de soins personnels, cette constance est l'une des armes les plus sous-estimées et puissantes qui existent. Se préparer chaque matin n'est pas une question d'humeur, d'envie ou de s'il y a quelque chose d'important à faire. C'est une pratique de fermeté mentale. Une façon de vous rappeler que vous avez le contrôle, même les jours où tout le reste semble être hors de place. Le chaos, en revanche, est astucieux. Il n'entre pas d'un coup. Il s'infiltre les jours où vous décidez que ce n'est pas la peine de vous préparer parce que vous n'allez voir personne. Il se glisse quand vous répétez que ça ne fait rien de sortir avec le t-shirt froissé ou de laisser vos cheveux en désordre parce que c'est juste pour aujourd'hui. Mais ce juste pour aujourd'hui devient une routine. Et quand vous le répétez sans vous en rendre compte, ce n'est plus une négligence momentanée, c'est une façon de vivre, une façon de baisser les bras et de laisser le désordre gagner du terrain. C'est pourquoi, lorsque vous insistez pour prendre soin de vous-même les jours sans motivation, vous entraînez une partie de vous qui ne se rend pas facilement. Vous vous renforcez en silence. Parce que ce qui est important n'est pas le résultat visible immédiat, mais l'identité que vous forgez à chaque répétition. Lorsque vous décidez de vous préparer même sans envie, vous agissez comme quelqu'un qui honore sa parole, comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'une récompense pour faire ce qu'il sait être juste. Et cette habitude de constance, tôt ou tard, commence à se filtrer dans d'autres domaines de votre vie. Ce qui au début semblait un geste superficiel devient un reflet de votre force. Vous procrastinez moins. Vous prenez de meilleures décisions. Vous vous présentez avec plus de clarté aux autres, parce que l'ordre extérieur et répété avec discipline finit par renforcer votre noyau. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un système. C'est un signe clair que vous ne vivez pas au hasard, mais avec intention. Dans un monde où tout change rapidement, où tout fatigue, où tout semble éphémère, la constance est un acte de rébellion. Et prendre soin de vous chaque jour, peu importe comment vous vous sentez, est une façon de déclarer que vous ne vivez pas emporté par le chaos, que vous choisissez, que vous soutenez, que vous décidez quel genre de personne vous voulez être, même quand personne ne le voit. L'ordre ne se construit pas de manière intense, mais constante. Ce que vous répétez vous construit. Et si chaque jour vous faites des soins personnels une discipline, cette pratique façonne votre caractère sans que vous vous en rendiez compte.
Vous ne le faites pas pour que les autres vous apprécient, vous le faites parce que vous avez déjà décidé de vous apprécier. Et cela, en temps d'abandon généralisé, est du pur pouvoir. Faites le même si vous n'en avez pas envie. Faites le même si la journée semble plate. Faites le même s'il n'y a pas de raisons apparentes, parce que la vraie raison, c'est vous. Et lorsque vous faites de cet acte une partie de votre identité, le chaos perd de sa force. La paresse recule, l'inertie se brise, et vous devenez plus fort que vos excuses. C'est la vraie victoire quotidienne. 7. Ton style peut aussi refléter ta foi et ton but. Il y a des gens qui portent leur histoire écrite sur la peau, d'autres la cachent dans leur regard. Mais il y a aussi ceux qui communiquent leur foi, leur but et leurs valeurs, sans dire un seul mot, simplement par leur façon d'être présent. Le style n'est pas seulement une combinaison de vêtements ou un choix esthétique. C'est une extension silencieuse de tes croyances. Un langage non verbal qui montre au monde si tu vis avec intention ou si tu improvises simplement. Ton style peut être un outil pour te rappeler ce que tu représentes et où tu veux aller. Il ne s'agit pas d'imposer une image religieuse ni de rentrer dans des moules, mais de comprendre que ta tenue peut aussi être une forme de cohérence spirituelle. Si ce que tu fais chaque jour est guidé par une vision claire, par une foi profonde ou par des valeurs fermes, cela doit aussi se ressentir dans la façon dont tu choisis de te présenter. Le négligé ne communique pas l'humilité, il communique la déconnexion. Une personne qui est connectée à son but se remarque, dans sa façon de parler, dans sa posture, et oui, aussi dans sa façon de s'habiller. Souvent, le chaos intérieur se camoufle derrière l'excuse que l'extérieur n'a pas d'importance. Mais si tu t'engages à grandir, à servir, à diriger ou simplement à vivre en paix, tu ne peux pas permettre que ton extérieur dise le contraire. Il n'y a pas de message plus confus que quelqu'un qui dit avoir de la clarté, mais dont l'image communique l'oubli. Ou qui parle de discipline, mais se présente comme s'il avait abandonné. Quand tu choisis un style qui reflète ce que tu penses, ce que tu crois et ce dont tu rêves, tu n'es pas superficiel. Tu construis une identité visuelle. Tu prends le contrôle de ton récit. Tu n'as pas besoin de porter un uniforme, mais tu as besoin de cohérence. Si tu dis que tu marches vers un but, alors habille-toi comme quelqu'un qui est déjà en route. Si tu as foi en quelque chose de supérieur, montre-le avec dignité. Si ton but est de servir, d'aider ou de diriger, laisse ta présence parler pour toi avant d'ouvrir la bouche. Les gens ne te connaissent pas d'abord de l'intérieur. Ils t'observent, te lisent, te mesurent, même sans le vouloir. Et bien que cela ne définisse pas ta valeur, cela conditionne le type d'énergie que tu projettes. Ton style peut être une déclaration silencieuse de fermeté, ou il peut être un signe d'abandon. Et même si personne ne le dit à haute voix, tout le monde le perçoit. Tu le fais aussi avec les autres. La différence est de savoir si tu décides de le faire intentionnellement ou si tu le laisses au hasard. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent ni de suivre les modes. Tu dois choisir avec conscience. Choisis des couleurs qui te représentent, des vêtements qui te permettent de bouger librement, mais qui te font aussi te sentir présent. Utilise ce qui, en te regardant, te rappelle ton chemin, ta vision, ta direction. Transforme l'acte de te préparer en un moment de connexion avec ton but, non pas comme une obligation, mais comme une affirmation. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un style qui naît de l'âme, un style qui ne rivalise pas, ne crie pas, n'impressionne pas, mais qui reste ferme parce qu'il est aligné avec une intention claire. Fais de ta présence une extension de ta conviction. Que celui qui te voit ne sache pas tout de toi, mais devine que tu n'es pas perdu. Qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui dirige ce qui se voit à l'extérieur. C'est la cohérence. Et cette cohérence, lorsqu'elle est cultivée chaque jour, laisse une trace. 8. Ta présence enseigne aux autres comment ils doivent te traiter. Le silence avec lequel un lion marche suffit pour que tous comprennent qu'il ne cherche pas l'attention. Il marque son territoire. Sa seule présence impose le respect. Il n'a pas besoin de rugir, il n'a pas besoin de s'expliquer. Il y a quelque chose dans sa façon d'être qui communique la force, la clarté, le leadership.
tu as aussi cette capacité. La façon dont tu choisis de te présenter chaque jour enseigne au monde comment il doit s'approcher de toi. Parce que même si tu ne dis rien, ton image, ta posture et ta présence sont des messages constants que les autres interprètent sans que tu t'en rendes compte. Chaque fois que tu te présentes négligemment, tu ne dis pas que tu es fatigué ou que l'aspect physique ne t'intéresse pas. Tu dis que tu n'attends pas grand-chose de la journée, qu'il n'est pas nécessaire de te demander du respect. Ce n'est peut-être pas ton intention, mais c'est le message que tu projettes. Et cela se voit, on le ressent, parce que les gens répondent à l'énergie que tu émets, et ton image est l'un des canaux les plus puissants pour communiquer ton niveau de respect de toi-même. Ta présence parle avant tes mots. Si tu te prépares avec intention, si tu te montres avec dignité, tu établis une limite invisible que peu osent franchir, non pas par arrogance, mais par fermeté. Il ne s'agit pas de paraître inaccessible ou de feindre la sécurité. Il s'agit d'envoyer un signal clair. Ici, il y a quelqu'un qui se prend au sérieux, qui ne se propose pas à rabais, qui sait combien il vaut et n'a aucun problème à le montrer au monde sans le dire directement. Quand tu choisis chaque jour de soigner ton image, tu ne travailles pas seulement sur ton estime de toi. Tu construis ton territoire émotionnel. Tu marques l'espace à partir duquel on peut te parler, te traiter, te regarder, et celui qui ne respecte pas cela se disqualifie lui-même. Parce que celui qui se présente avec présence attire aussi la présence, et celui qui vibre en ordre filtre naturellement le chaos. Les personnes qui t'entourent n'observent pas seulement tes paroles, ils observent tes détails, tes habitudes, ton énergie. Et s'ils détectent que tu te traites toi-même avec indifférence, ils apprendront à le faire aussi. Au contraire, s'ils voient que tu te soignes, que tu te respectes, que tu ne sors pas dans le monde en désordre, ils comprennent qu'il y a un niveau de conscience auquel ils doivent répondre s'ils veulent être près de toi. C'est l'enseignement le plus puissant. Montrer sans imposer. Enseigner sans parler. Tu n'es pas ici pour mendier la validation, ni pour supplier d'être traité avec respect. Tu es ici pour incarner ce respect de l'intérieur. Et cela se démontre par des décisions petites, mais cohérentes. Ton arrangement quotidien n'est pas une obligation. C'est un acte de leadership silencieux. Tu dis au monde, je ne suis pas une option improvisée. Je suis une présence qui se maintient. De plus, ce que tu projettes n'enseigne pas seulement aux autres comment te traiter, cela éduque aussi ton futur moi. Parce que chaque jour que tu choisis de prendre soin de toi, tu sèmes une identité plus solide, plus claire, plus forte. Une identité qui te sera utile demain lorsque tu devras faire face à des défis, prendre des décisions ou filtrer des relations. Ce n'est pas seulement une image, c'est une construction de qui tu es en train de devenir. Fais de ta présence ton bouclier, qu'elle parle pour toi avant tes mots, qu'elle protège ton énergie et élève ton standard. Tu n'as pas besoin d'attention, tu as besoin de cohérence. Et quand tu la construis jour après jour, ta seule façon d'être dans le monde devient une leçon. Et cette leçon laisse une trace, inspire le respect et filtre avec élégance ce qui n'a plus sa place près de toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le matin est comme une porte fermée au milieu de la forêt. La plupart des gens passent devant sans s'arrêter, à moitié endormis, poussés par la hâte, trébuchant sur leurs propres pensées. Mais certains l'ouvrent, et pas n'importe qui le fait. Seuls ceux qui comprennent que ce qui se passe aux premières heures de la journée n'est pas une routine. C'est un rituel, c'est un combat, c'est un moment sacré où tu décides si tu domineras ton destin ou si tu te traîneras, un jour de plus, derrière ce que les autres veulent de toi. Celui qui conquiert ses matins n'a pas besoin de crier qu'il a le contrôle de sa vie. On le voit dans ses yeux, dans la façon dont il bouge, dans le calme avec lequel il répond au chaos.
parce qu'il ne commence pas la journée depuis son téléphone portable, ni depuis l'urgence, ni depuis le bruit. Il la commence de l'intérieur, d'un espace qui se construit avec du caractère, de la discipline, des décisions conscientes. Et c'est la clé. Il ne s'agit pas d'avoir du temps, il s'agit de décider ce que tu fais avec lui quand ton esprit n'est pas encore contaminé, quand le monde ne crie pas encore, quand tu peux encore t'écouter. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent des formules magiques, elle est pour ceux qui en ont marre de perdre leur énergie avant midi, pour ceux qui veulent de la clarté au lieu de la confusion et du pouvoir interne au lieu des excuses. Ici, nous parlerons de 10 habitudes réelles, quotidiennes, praticables. Tu n'as pas besoin d'une retraite spirituelle ni d'un gourou. Tu as besoin de présence, d'intention et d'action quotidienne. Nous allons parler clairement, parce que soit tu t'entraînes aux premières heures de la journée, soit tu passes le reste de la journée à réparer ce que tu n'as pas renforcé dès le début. Et ce que tu découvriras est simple mais percutant. Quand tu gagnes ton matin, tu gagnes ta vie. 1. Réveille-toi avant l'aube et connecte-toi avec la nature. L'aube est comme une lettre qui arrive tous les jours avec ton nom. Une invitation silencieuse que la plupart laissent sans ouvrir. Mais celui qui ose la lire découvre quelque chose que peu de gens connaissent. Que les premières heures de la journée ne sont pas simplement le début d'une routine, mais le moment le plus pur pour prendre le contrôle de ton esprit, ton énergie et ton destin. Se réveiller avant l'aube n'est pas une mode, ni une preuve d'ego. C'est un rituel de caractère. C'est un acte invisible qui démontre la force sans dire un mot. Alors que d'autres sont encore coincés au lit, se rendant au plaisir facile de quelques minutes de sommeil en plus, tu es déjà debout, marchant en silence, observant comment le ciel change de couleur, écoutant la nature qui commence à parler sans bruit. Cette connexion n'est pas seulement poétique. Elle est physiologique, émotionnelle, psychologique, parce que ton corps, comme la terre, a aussi des rythmes, et quand tu synchronises ton réveil avec le monde naturel, tu récupères quelque chose que tu avais perdu, la présence. Les stoïciens savaient que celui qui contrôle son début contrôle sa vie. Marc Aurèle l'a dit sans détour. À l'aube, pense, je me lève pour accomplir le travail d'un être humain. Et ce travail commence par toi. Pas par le monde extérieur. Il commence quand tu décides de vaincre l'inertie, quand tu dis non au confort immédiat, quand tu choisis le chemin le plus difficile, parce que tu sais que c'est là que se forge ton caractère. Ce n'est pas une punition, c'est un entraînement. Chaque fois que tu te lèves avant le soleil, tu polis ta volonté comme si c'était de l'acier, et cet acier, un jour, te soutient quand tout le reste chancelle. Marcher dans la nature à l'aube est quelque chose qui ne peut pas être complètement expliqué. C'est quelque chose que l'on ressent. C'est la façon dont le vent touche ton visage, la façon dont tes pas sonnent différemment, le silence qui t'entoure comme une étreinte ferme. Et au milieu de tout cela, ton esprit commence à respirer. Tes pensées se mettent en ordre. Ton corps se réveille vraiment. Tu n'as pas besoin d'une excuse pour le faire. Tu le fais parce que tu comprends que cette habitude n'est pas une obligation, c'est un privilège que peu de gens exploitent. Tu n'as pas besoin d'une montagne ou d'une forêt. Il suffit d'ouvrir la fenêtre, de sortir au parc, de regarder le ciel sans un écran interposé. L'important n'est pas le lieu, c'est l'intention. C'est de rompre avec la paresse qui te rend faible. C'est de déclarer que tu décides comment commence ta journée, pas les circonstances, pas les autres, pas la hâte. Dormir est nécessaire, mais rester endormi dans la vie est un choix. Et se réveiller avant l'aube, c'est aussi se réveiller à ce que tu es capable de construire si tu te prends au sérieux. Cette habitude change ton énergie, change ton humeur, change la façon dont tu affrontes le reste de la journée. Non pas parce que tu as plus de temps, mais parce que ton état d'esprit est déjà entraîné avant que le monde n'ouvre même les yeux. Et cela te donne un avantage silencieux, mais puissant. Parce que pendant que les autres réagissent à peine, tu es déjà en mouvement, clair, fort, connecté. 2. Remercie dès que tu ouvres les yeux. Se réveiller sans remercier est comme entrer dans un temple les yeux bandés. Tu es là, mais tu ne vois rien.
Tu commences la journée sans intention, sans direction, comme si tout ce que tu as était une obligation et non un cadeau. C'est pourquoi remercier dès que tu ouvres les yeux n'est pas une jolie habitude. C'est une façon d'entraîner l'esprit à voir clairement ce qui compte avant que le monde ne t'accable de demandes et de tâches en attente. Il n'est pas nécessaire d'avoir une vie parfaite pour remercier. Tu n'as pas non plus besoin que tout aille bien. Remercier n'est pas nier ce qui fait mal. C'est reconnaître que même au milieu de la tempête, tu respires encore. Tu peux encore te lever. Tu as encore une chance de plus. Cette conscience, aussi simple soit-elle, change l'énergie avec laquelle tu affrontes le reste de la journée. Car celui qui remercie dès son réveil commence par l'abondance, pas par le manque. Les stoïciens ne considéraient pas la gratitude comme une émotion faible. Au contraire, ils la considéraient comme une pratique de force intérieure. Sénèque disait que désirer ce que tu as déjà est l'une des plus grandes sources de paix. Car lorsque tu apprécies ce que tu as, tu ne vis plus en courant après ce qui manque. Tu prends le contrôle. Ton esprit se réorganise. Ton corps répond avec calme. Et la vie, même dans ces moments difficiles, devient plus supportable. Fais-le simplement. Dès que tu ouvres les yeux, pense à 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Il n'a pas besoin d'être quelque chose de grand. Ça peut être ta santé, ta respiration, une personne qui t'accompagne, l'opportunité d'essayer à nouveau. Ce qui compte n'est pas la taille de la raison, mais la sincérité avec laquelle tu la reconnais. Cette petite pause te recentre. Elle t'éloigne du bruit. Elle te connecte avec toi-même. Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute, ni de l'écrire si tu ne le souhaites pas. Il suffit de le penser avec intention. Cette intention est celle qui transforme l'habitude en force, parce qu'il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, mais d'utiliser la gratitude comme une ancre, comme un bouclier, comme un point de départ. Remercier dès que tu te réveilles ne va pas résoudre tes problèmes, mais cela va renforcer ton esprit pour les affronter. Choisis de commencer tes matinées par la reconnaissance, pas par la plainte, par l'humilité, pas par la précipitation, car celui qui remercie ce qu'il a commence la journée avec un avantage, et cet avantage, lorsqu'il est répété chaque matin, devient une mentalité qui te change la vie. 3. Respire profondément et active ta clarté mentale. L'esprit au réveil est comme un lac agité après une tempête. Si tu lances une pierre sans attendre qu'il se calme, tu ne feras que provoquer plus de confusion. C'est ainsi que fonctionne aussi ta pensée lorsque tu la remplis de bruit dès que tu ouvres les yeux. Mais si tu apprends à respirer profondément, à inhaler avec présence, tu fais bien plus que prendre de l'air. Tu redonnes à ton corps et à ton esprit leur centre. Tu crées de la clarté là où il n'y avait auparavant que de l'urgence. Beaucoup ouvrent les yeux et la première chose qu'ils font est de passer en mode réaction. Ils vérifient leur téléphone, pensent à ce qu'ils n'ont pas fait, à ce qu'ils doivent résoudre, à ce qui les préoccupe. Sans s'en rendre compte, ils ont déjà activé l'anxiété avant même de se lever. Et puis, ils se demandent pourquoi ils se sentent saturés avant le petit déjeuner. Le corps réagit à ce chaos invisible, le cœur s'accélère, la tension s'installe, tout cela parce qu'ils ne respirent pas consciemment. Respirer profondément n'est pas une technique à la mode, c'est une nécessité physiologique et un outil puissant de maîtrise personnelle. Les stoïciens savaient que l'esprit ne peut agir avec sagesse s'il est dominé par l'impulsion. Et il n'y a pas d'impulsion plus silencieuse que celle de la précipitation mentale. C'est pourquoi, avant de faire quoi que ce soit d'autre, arrête-toi, ferme les yeux, inspire profondément, sens l'air entrer et sortir. Fais-le pendant quelques secondes. Tu seras surpris par le pouvoir d'une chose aussi simple. Ce moment est ton point zéro, un espace propre d'où tu peux organiser tes pensées, d'où tu peux séparer l'urgent de l'important. La respiration profonde active le système nerveux parasympathique, responsable du calme, de la clarté, de l'attention pleine. Tu n'as pas besoin d'encens, ni d'une technique compliquée. Tu as juste besoin d'être là, présent, sans distraction. Respirer comme si tu rentrais chez toi. Fais-le chaque matin, avant de parler, avant de bouger. 3 respirations profondes. Rien de plus.
Mais fais-les vraiment. Pas de manière automatique, mais avec intention. Chaque respiration est une façon de dire « Je suis ici, je suis en vie, je suis prêt à décider, pas à réagir ». Et cela change tout. Ne sous-estime pas le pouvoir de cette pratique. Parce que si tu entraînes ton esprit à commencer la journée depuis le calme, tu seras beaucoup plus préparé pour affronter ce qui vient. Ton focus s'améliore, ton énergie s'équilibre, ton attitude se renforce. Respire profondément et tu deviendras maître de toi-même dans les premières minutes de la journée, lorsque tu es encore en train de modeler la direction que tu prendras. Et si tu réussis à être maître de cet instant, tu as déjà gagné quelque chose que beaucoup ne parviennent pas à obtenir en une journée entière. 4. Hydrate ton corps avec de l'eau à jeun. Imagine te réveiller et que ton corps est comme une machine éteinte toute la nuit. Tu ne peux pas lui demander de précision ni de performance sans d'abord activer son système. Cette activation ne commence pas avec du café ni avec du sucre, mais avec l'essentiel, de l'eau. Parce que le corps humain, tout comme la terre, a besoin d'être arrosé avant de donner des fruits. Et si tu as passé des heures à dormir, tu as aussi passé des heures sans t'hydrater. Prétendre fonctionner à 100% sans eau, c'est comme vouloir démarrer une voiture sans carburant. Boire de l'eau à jeun n'est pas un conseil superficiel. C'est une pratique simple qui a des effets réels. Le cerveau est en grande partie composé d'eau. Quand il ne la reçoit pas à temps, il répond par un brouillard mental, un manque de concentration et de la fatigue. Et la plupart l'ignorent. Commence la journée dans la précipitation, cherchant de l'énergie dans des sources qui ne font que la dissimuler. Le café stimule, mais ne remplace pas l'hydratation. Les jus ont du goût, mais ne nettoient pas. Seule l'eau remplit cette fonction vitale. Nettoyer le système, activer les organes, réveiller les cellules. D'un point de vue stoïcien, prendre soin de son corps fait partie du devoir. Épictète le répétait, ce qui n'est pas soigné se perd. Et commencer la journée en buvant de l'eau n'est pas seulement une question de santé, c'est une question de respect de soi. C'est un acte d'ordre. Un geste silencieux de responsabilité. Tu n'attends pas d'avoir soif pour agir. Tu anticipes. Tu prends le contrôle dès la première minute. Et cette décision si simple crée une chaîne de conséquences positives, améliore la digestion, active le métabolisme, protège le système immunitaire et surtout te rappelle qu'avant de répondre au monde, tu dois répondre à tes propres besoins. Il ne s'agit pas de suivre une mode, il s'agit de se reconnecter à l'essentiel. 1 ou 2 tasses d'eau au réveil suffisent pour commencer ce processus. Fais-le en silence, sans écran, sans distraction. Transforme-le en un petit rituel de conscience. Pendant que tu bois, répète-toi intérieurement que tu nourris ton système, pas seulement que tu apaises ta soif. Cette intention transforme un acte commun en une pratique de présence. Beaucoup ignorent l'essentiel et se demandent ensuite pourquoi ils se sentent épuisés à midi. Mais la clarté, l'énergie et la discipline ne surgissent pas par accident. Elles se construisent avec des décisions petites mais cohérentes. S'hydrater au réveil en fait partie, parce que si tu commences la journée en donnant à ton corps ce dont il a besoin, le corps te le rend avec force, concentration et stabilité, et à la fin, ces petites décisions créent de grands changements. Boire de l'eau au réveil semble simple, mais c'est une façon silencieuse de commencer à gagner. De prendre soin de la racine avant de prétendre que l'arbre grandisse solide comme le chêne. 5. Entoure-toi de personnes et de contenus qui t'apportent quelque chose. Ton esprit au réveil est comme un terrain fertile fraîchement préparé. Ce que tu sèmes là dans les premières heures va fleurir tout au long de la journée, pour le meilleur ou pour le pire. Et si dès le matin tu laisses entrer des voix négatives, des critiques vides ou des distractions sans sens, tu consacres ton attention à ce qui te soustrait plutôt qu'à ce qui te construit. Ce que tu consommes mentalement au début de la journée est aussi important que ce que tu manges. Parce que tu nourris ton focus, ton humeur, ta vision du monde. Beaucoup de gens se réveillent et la première chose qu'ils font est d'ouvrir les réseaux sociaux. Ils voient des nouvelles tragiques, des comparaisons vides, des messages qui n'apportent rien.
et ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font. Ils pensent qu'ils s'informent ou qu'ils se divertissent, mais en réalité, ils entraînent leur esprit à se distraire, à réagir, à se sentir moins bien. Tout cela se passe avant qu'ils aient fait quelque chose pour eux-mêmes, et cette habitude les affaiblit. Elle les conditionne à commencer par le manque plutôt que par l'intention. La philosophie stoïcienne met en garde contre l'influence de l'environnement. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Mais ces pensées ne surgissent pas seules. Elles naissent de ce que tu permets d'entrer dans ton esprit. C'est pourquoi, au réveil, tu dois être très sélectif. Si tu choisis de t'entourer de personnes qui t'élèvent, d'idées qui t'élargissent, de mots qui te poussent vers ce que tu veux construire, tu prépares ton système à fonctionner à son meilleur niveau. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le négatif, mais de chercher activement ce qui te stimule. Tu peux écouter un audio court qui t'inspire, lire quelques lignes d'un livre précieux, te rappeler une conversation qui t'a laissé des enseignements, ou simplement observer comment quelqu'un dans ton entourage vit avec dignité et cohérence. Tout cela s'ajoute. Tout cela te connecte à ce qui vaut vraiment la peine. Et quand cela devient une habitude, tu commences à remarquer comment ta façon d'agir, de parler, de penser change. Les personnes sont aussi du contenu. Si dès ton réveil tu t'entoures de personnes qui ne font que se plaindre, critiquer ou drainer leur énergie, il est très probable que tu absorbes une partie de cela sans t'en rendre compte. En revanche, si tu choisis des conversations qui te poussent à grandir, des relations qui te respectent et des contenus qui t'enseignent, tu construis une armure silencieuse qui te protège pendant le reste de la journée. Choisis bien avec quoi et avec qui tu commences tes matinées. Parce que cette décision peut sembler petite, mais elle définit le ton avec lequel tu affrontes ta vie. Si ce qui t'entoure ne t'élève pas, ça te retient. Et si ça te retient, ça t'éloigne de ce que tu mérites vraiment de construire. 6. Consacre du temps à la réflexion en silence. L'esprit est comme une pièce pleine de miroirs. Si tu allumes toutes les lumières en même temps, tu ne vois rien clairement, seulement des reflets déformés. Mais si tu éteins le bruit, si tu permets qu'il y ait de l'obscurité pour un moment, alors tu commences à distinguer le vrai du superficiel. C'est ce que le silence du matin permet. Ce n'est pas le vide, c'est l'ordre. C'est l'opportunité de t'écouter sans filtre, de regarder ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens, ce que tu portes. Dans un monde qui exige de la vitesse, prendre le temps de réfléchir peut sembler un luxe. Mais en réalité, c'est une nécessité. Parce que si tu ne prends pas le temps d'observer ton intérieur, tu finis par répéter des schémas que tu ne comprends pas, des décisions qui ne viennent pas de toi, des réactions que tu ne contrôles pas. Le silence du matin n'est pas de l'oisiveté, c'est une stratégie. C'est le moment où tu choisis si tu vas vivre la journée depuis ton centre ou depuis la confusion. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de la réflexion quotidienne. Épictète enseignait que l'examen constant de soi-même fait partie du devoir, parce que personne ne peut améliorer ce qu'il ne reconnaît pas. Et cela n'est possible que lorsque tu crées un espace pour t'arrêter, sans distraction, sans opinions extérieures, juste toi avec toi-même. C'est là que commence le véritable contrôle. Pas le contrôle forcé, mais celui qui naît de la connaissance de soi. Tu peux t'asseoir quelques minutes, respirer calmement et te poser une seule question. Qu'est-ce que je ressens en ce moment ? Ne cherche pas la réponse parfaite, cherche la réponse honnête. Ce simple geste change le cours de ta journée. Parce que ce qui n'est pas nommé domine, mais ce qui est observé se transforme. Et en le faisant chaque matin, tu t'entraînes à prendre des décisions plus conscientes, à agir avec intention, et non par impulsion. Tu n'as pas besoin d'un lieu spécial ni d'une posture rigide. Il suffit d'éteindre le bruit, de ne pas toucher le téléphone, de rester quelques minutes en silence dès que tu te réveilles. Là, dans cette pause, quelque chose de puissant apparaît. La clarté. Et avec la clarté, tout pèse moins. Même les problèmes les plus lourds semblent différents quand tu les regardes depuis le calme. Consacrer du temps à la réflexion est comme aiguiser une épée avant de l'utiliser.
Tu ne peux pas affronter la journée avec force si ton esprit est en désordre. Le silence est le terrain où la lucidité est cultivée. Et si tu le pratiques chaque matin, peu importe combien le monde est agité, tu resteras ferme avec une direction sans te perdre dans ce qui est étranger. Parce que celui qui s'écoute lui-même au début de la journée se renforce de l'intérieur pour tout ce qui vient après. 7. Apprends quelque chose de nouveau chaque matin. Ton esprit est comme un muscle invisible. Si tu ne l'exerces pas, il devient lent, faible, paresseux. Mais si tu le nourris de connaissances fraîches en commençant la journée, tu l'entraînes à être éveillé, actif, avide de croissance. Apprendre quelque chose de nouveau le matin n'est pas remplir ta tête de données sans sens. C'est te rappeler que tu es toujours en construction, que tu peux toujours t'améliorer, et que l'ignorance confortable est un piège qui te laisse coincé dans la version la plus limitée de toi-même. Beaucoup pensent qu'ils n'ont plus besoin d'apprendre parce qu'ils ont terminé l'école, ont un travail stable ou sont satisfaits de ce qu'ils savent. Mais cette idée est dangereuse, parce que celui qui cesse d'apprendre commence à s'éteindre sans s'en rendre compte. Il perd sa curiosité, sa flexibilité mentale, sa capacité d'adaptation. Et dans un monde qui change chaque jour, cela revient à rester en arrière. C'est pourquoi celui qui consacre les premières heures à nourrir son esprit crée un avantage silencieux, mais puissant. Il ne s'agit pas de lire un livre entier chaque matin, ni de mémoriser des informations. Il s'agit de prendre 5 ou 10 minutes pour absorber quelque chose de nouveau et de précieux. Cela peut être une idée qui te fait réfléchir, une brève leçon d'un texte sage, une histoire réelle qui t'inspire, ou même un mot que tu n'avais jamais entendu. L'important est que ce que tu apprends ait une direction, qu'il te rapproche de la personne que tu veux être. Les stoïciens étaient obsédés par l'apprentissage quotidien. Sénèque écrivait qu'aucun jour ne devait passer sans avoir obtenu quelque chose d'utile, parce qu'il savait que l'esprit, tout comme le corps, a besoin d'un entraînement constant. Et en apprenant, l'attention, la mémoire, la capacité d'analyse sont renforcées. L'humeur s'améliore également, car l'apprentissage génère du progrès. Et le progrès, même minime, donne du sens, rend-le simple. Choisis un sujet qui t'intéresse, quelque chose qui te défie, quelque chose que tu peux appliquer ou partager. Ne lis pas seulement pour lire. Demande-toi comment cette idée s'insère dans ta vie, ce qui change dans ta façon de voir les choses après l'avoir reçue. Parce que le véritable apprentissage n'est pas d'accumuler, c'est de transformer. Consacrer chaque matin à l'apprentissage est un acte d'humilité. C'est reconnaître qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Et c'est aussi un acte de pouvoir. Parce que celui qui sait plus décide mieux, parle mieux, agit avec plus de fermeté. Apprends quelque chose de nouveau chaque jour, et avec le temps, tu remarqueras que ton esprit ne réagit plus de la même manière, que ta conversation a plus de profondeur, que ta façon de penser devient plus libre. Et cela, sans faire de bruit, te sépare du reste. Parce que pendant que beaucoup répètent la même chose chaque jour, tu choisis de t'élargir, de te construire, de te surpasser. En silence, mais avec force. 8. Célèbre ta première victoire en te levant. Chaque matin est une ligne de départ, et dès que tu ouvres les yeux, tu es déjà sur la piste. Certains restent allongés, négociant avec la paresse. D'autres, en silence, font le premier pas et se lèvent. Cela peut sembler minime, mais ce ne l'est pas. C'est ta première bataille de la journée. Et comme toute bataille, elle a 2 issues. Soit tu la gagnes, soit tu te rends. Lorsque tu décides de te lever sans procrastiner, sans excuse, tu envoies un signal clair à ton esprit. Aujourd'hui, c'est moi qui commande. Cette première victoire n'est pas seulement physique. Elle est mentale, émotionnelle et symbolique. C'est l'affirmation que tu ne seras pas l'esclave du confort, de l'indécision, ni du fameux 5 minutes de plus. Et ce n'est pas seulement se lever, c'est comment tu le fais. Si tu te traînes, si tu le fais avec ennui, si tu maudis le réveil, tu commences la journée en perdant de l'autorité sur toi-même. En revanche, si tu le fais avec détermination, même si cela te coûte, tu entraînes déjà ta discipline. Beaucoup sous-estiment ce moment.
Il ne lui accorde pas d'importance. Mais le début donne le ton pour le reste de la journée. Si ton premier acte a été de briser l'inertie, tu as déjà commencé à gagner. Et lorsque tu commences par une victoire, le reste de tes décisions s'alignent avec cette énergie. Il ne s'agit pas de grands accomplissements ou de rituels exagérés. Il s'agit de commencer par une action qui te rappelle qui tu es et qui tu choisis d'être. Les stoïciens parlaient de l'autodiscipline comme base de la liberté. Et il n'y a pas de meilleur entraînement à l'autodiscipline que de décider de ne pas céder à l'envie de rester immobile. Parce que cette décision, qui semble petite, est un message direct à ton subconscient. Chaque fois que tu choisis de te lever sans négocier, tu renforces ton identité de personne forte, déterminée, présente. Fais de ce moment une petite cérémonie. Ouvre les yeux, respire profondément et dis-toi que te lever est ta première promesse tenue, que ce simple acte est un symbole que tu es debout face à la vie et non endormi devant elle. N'attends pas que quelqu'un t'applaudisse, fais-le pour toi, parce que personne d'autre ne peut te donner ce sentiment de pouvoir intérieur que tu ressens lorsque tu sais que tu ne t'es pas trahi dès la première minute. Peu importe si la journée apporte des défis, tu l'as déjà commencé en gagnant, et cela se voit dans la façon dont tu marches, dont tu penses, dont tu réponds. Commence avec force, et le reste de la journée devra te respecter. Parce que celui qui se vainc lui-même dans la première heure devient difficile à battre par la suite. Alors, pense à tes décisions. 9. Visualisez en détail la vie que vous désirez. Chaque matin est comme une feuille blanche que la vie vous donne, et vous décidez si vous dessinez dessus avec intention ou laissez les autres griffonner ce qu'ils veulent. Visualiser la vie que vous désirez au début de la journée n'est pas un jeu mental, c'est une stratégie profonde. Votre esprit a besoin de direction, et si vous ne lui en donnez pas, la peur, la routine ou les voix extérieures le feront. Visualiser n'est pas rêver éveillé. C'est entraîner votre concentration à rester ferme, même lorsque l'environnement essaie de vous détourner. Le cerveau ne distingue pas clairement entre ce que vous imaginez intensément et ce que vous vivez réellement. C'est pourquoi, si chaque matin vous fermez les yeux et vous vous voyez agir avec discipline, affronter vos peurs, atteindre des objectifs, vivre avec un but, vous programmez votre système nerveux pour se diriger dans cette direction. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience et de la volonté combinée. Mais cela nécessite du détail. Il ne suffit pas de dire « je veux réussir ». Vous devez vous voir parler avec assurance, prendre des décisions difficiles, vous tenir avec intégrité lorsque personne ne vous applaudit. Les stoïciens ne parlaient pas de visualisation en termes modernes, mais ils pratiquaient quelque chose de très similaire, la préméditation. Marc Aurèle réfléchissait chaque matin à ce qui pourrait arriver et comment il devrait se comporter face à cela. Il visualisait non seulement ce qu'il voulait, mais aussi comment il devait agir face à l'inattendu. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de désirer, mais de se préparer mentalement à répondre avec force, avec tempérance, avec clarté. Prenez quelques minutes au réveil pour fermer les yeux et projeter votre journée. Visualisez comment vous voulez vous sentir, comment vous allez réagir face au conflit, quelle attitude vous allez garder même lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Si vous avez un objectif plus grand, visualisez-vous en train de le vivre, pas seulement de l'atteindre. Ce que vous faites, comment vous parlez, quelles décisions vous prenez. Plus vous le verrez clairement, plus le signal que vous envoyez à votre subconscient sera fort. Vous n'avez pas besoin d'un endroit parfait, ni de beaucoup de temps, juste de l'intention. Au début, il peut être difficile de se concentrer, mais si vous le faites tous les jours, cela devient un outil puissant. Vous commencez à mieux filtrer ce que vous acceptez dans votre vie. Vous prenez des décisions avec plus de fermeté. Vous vous éloignez de ce qui ne ressemble pas à ce que vous construisez. Parce que vous le voyez déjà, vous le ressentez déjà, vous le répétez déjà à l'intérieur. Visualiser en détail la vie que vous désirez n'est pas une fantaisie. C'est un acte silencieux de pouvoir personnel. C'est décider que vous n'allez pas vivre en réagissant, mais en créant.
que vous n'allez pas continuer à avancer à l'aveuglette, mais avec une vision. Et cette vision, répétée chaque matin, devient un guide qui vous maintient ferme, même lorsque tout autour de vous essaie de vous dérouter. 10. Prends des douches froides pour renforcer ton caractère. Entrer dans une douche froide le matin, c'est comme regarder ton inconfort en face et lui dire « Je n'ai pas peur de toi ». C'est l'un des rares moments de la journée où tu as l'occasion de te défier sans mots, sans excuses, sans théâtre. Juste toi, ton corps et ton esprit face à quelque chose que tu n'aimes pas, mais que tu choisis d'affronter. Parce que la douche froide n'est pas une question d'hygiène, c'est une question de caractère. C'est une pratique silencieuse qui te rappelle que tu peux faire des choses difficiles même si tu n'en as pas envie. La plupart des gens commencent la journée en cherchant le confort. Ils veulent ce qui est tiède, facile, doux. Mais ce qui commence confortablement finit rarement fort. Les douches froides ne te donnent pas du plaisir, elles te donnent du pouvoir. Parce qu'elles t'apprennent à respirer au milieu de la tension, à rester présent quand tout en toi veut prendre la fuite. Et cette compétence ne reste pas seulement dans la salle de bain. Elle se transfère à tes décisions, à tes conversations, à ta façon de vivre. Épictète parlait de s'exposer volontairement à ce que nous craignons pour réduire son pouvoir sur nous. Et une douche froide, bien que simple, représente cela. C'est une façon de former la volonté, de te prouver que tu peux agir avec discipline, même quand le confort t'appelle. Ce n'est pas une punition, c'est une façon d'affiner ton tempérament, de te préparer pour les moments inattendus de la journée où tu auras aussi besoin de garder ton calme et d'agir fermement. L'impact physique est réel. Il active la circulation, réveille le système immunitaire, oxygène le corps, améliore la concentration. Mais l'impact mental est encore plus puissant. Parce que tu ne réagis pas à la journée, tu la confrontes dès la première minute. Et cette confrontation crée un changement subtil mais profond. Tu ne fuis plus l'inconfort, tu le traverses. Tu n'as pas besoin de rester longtemps sous l'eau froide. 30 secondes à la fin de ta douche ou 1 ou 2 minutes si tu commences dès le début suffisent. Mais l'important n'est pas le temps, c'est l'intention avec laquelle tu le fais. Ne le fais pas par obligation, fais-le comme un acte de construction interne. Chaque fois que tu choisis d'entrer, tu renforces ton identité de personne qui fait ce qu'elle doit faire, même si elle n'aime pas ça. Cette répétition quotidienne te durcit de l'intérieur, mais ne te rend pas insensible. Elle te rend stable. Elle te rappelle que tu peux être inconfortable sans perdre le contrôle, que tu peux trembler et rester ferme malgré tout. Et dans un monde où beaucoup n'agissent que s'ils se sentent motivés, tu seras devenu quelqu'un qui agit par décision. Et cela te place au-dessus de la majorité, parce que tu n'es plus arrêté par le froid, ni par la peur, ni par le doute. Tu es mu par ton caractère. C'est pourquoi chaque fois que tu ouvres le robinet et que tu ressens ce premier choc de froid, souviens-toi, tu n'es pas là pour ressentir du plaisir, tu es là pour entraîner ton esprit. Tu es là pour commencer la journée avec une victoire sur toi-même. Parce que si tu réussis à maîtriser ce moment d'inconfort sans reculer, tu seras beaucoup plus préparé à affronter n'importe quel défi qui se présente par la suite. La douche froide n'est pas la fin du rituel, c'est le saut qui marque comment tu choisis de vivre, avec courage, détermination, maîtrise de soi et beaucoup d'énergie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.